Bonjour. Avant de commencer, je voudrais rappeler que la dysfonction érectile est une pathologie fréquente qui augmente avec l'âge et qui est malheureusement victime d'un sous-diagnostic. Alors, il y a déjà eu des études de thèse qui ont montré pourquoi les médecins généralistes n'en parlaient pas eux-mêmes ou n'apportaient pas eux-mêmes le sujet avec leurs patients, et il est revenu qu'ils avaient peur de déranger, qu'il manquait de temps ou qu'ils n'avaient pas assez de connaissances fines. Du coup, l'objectif de mon étude, c'était de comprendre le parcours motivationnel des patients qui, eux, ont réussi à parler de la dysfonction érectile avec leur médecin traitant. Pour ça, j'ai réalisé une étude qualitative par analyse interprétative phénoménologique. J'ai réussi à inclure 9 hommes dans mon étude, qui étaient des hommes volontaires qui avaient parlé de dysfonction érectile avec leur médecin traitant. Le recrutement s'est fait par boule de neige. C'était des entretiens individuels en face à face, semi-directifs, c'est-à-dire que j'avais un guide d'entretien qui m'a permis d'avoir une trame souple pour mener l'entretien. Donc après enregistrement, retranscription, j'ai analysé et triangulé 7 des 9 entretiens que j'avais réalisés. Globalement, le médecin généraliste était l'interlocuteur privilégié ou principal des participants qui avaient parlé de dysfonction érectile. Seulement, certains participants ont noté que, comme le médecin généraliste était aussi le médecin de famille, ils avaient eu un peu une réticence initiale à parler de sexualité avec lui, mais finalement l'ont quand même fait. Le spécialiste, lui, s'est révélé quand même globalement moins à l'écoute, avec moins de temps, il avait tendance à faire des consultations de dysfonction érectile de moins bonne qualité que le généraliste. On a l'exemple d'un participant qui disait que voilà, il y est allé pour une escalade thérapeutique, ils avaient tenté l'injection intracaverneuse, mais l'urologue avait posé aucune question, il connaissait rien de sa vie. Ce qui était ressorti principalement aussi, c'est que c'est la relation de confiance qui était préétablie avec le médecin qui les avait aidés à aborder la dysfonction érectile avec lui. Et quand cette relation n'existait pas, c'était l'attitude du médecin à l'écoute, bienveillant et qui les avait aidés à franchir le pas. Il y a eu des cas où les participants n'ont pas vu leurs attentes comblées par le médecin. Donc j'ai eu le cas d'un participant qui avait parlé avec un spécialiste de l'homéopathie de ses problèmes érectiles, et ce dernier s'est moqué de lui. Et donc du coup ça a rajouté du repli, un sentiment d'isolement. Le patient il s'est encore plus replié sur lui-même. Voilà, et après il a essayé d'en parler avec un urologue qui a ramené son appareil génital à un agencement de tuyauterie, et du coup il regrettait l'absence de prise en charge médico-psychologique. Globalement, le fait que le médecin soit jeune, vieux, remplaçant, titulaire, ou un médecin homme ou un médecin femme ne faisait aucune différence pour les participants de mon étude. Les participants parlent souvent de l'inefficacité initiale des thérapeutiques et de l'impact émotionnel et du rebond d'anxiété que ça a pu créer vis-à-vis de leur dysfonction érectile. Donc certains avaient des attentes exagérées dans les traitements. Donc on a l'exemple ici d'un participant qui prenait les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 comme un sauveur, quoi. D'autres participants consommaient des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 un peu en prévention. Donc là, il y avait différents types. Il y en avait un qui consommait le tadalafil comme on peut le prendre pour un traitement d'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais lui, c'était vraiment dans le but de maintenir une fonction érectile quand il le souhaitait. Donc il le prenait 3 ou 4 fois par semaine. Un autre prenait en préventif quand il allait à des soirées de sexe de groupe avec d'autres hommes, et qui consommait du coup des substances psychoactives comme de la cocaïne ou de la 3-MMC qui induisaient du coup une dysfonction érectile, et donc du coup il prenait un tadalafil en systématique avant d'aller à ces soirées de sexe entre hommes à plusieurs. Beaucoup ont révélé des comportements d'automédication, donc soit en franchissant les doses prescrites par eux-mêmes en voyant l'inefficacité initiale de la dose de la première dose, soit ils révèlent en fait s'être procuré leur première dose sur la plaquette d'un ami, ou en rusant, en faisant une téléconsultation un peu rapide, ou en ayant la main sur la porte et en demandant l'ordonnance. Voilà. 2 participants avaient été supplémentés en testostérone et ont un vécu plutôt positif de cette supplémentation. Ils regrettent toutefois que ça ne soit possible que sur une courte durée.
Globalement, les participants de l'étude préféraient le tadalafil au sildenafil, donc le Cialis au Viagra, que ce soit pour des questions de tolérance de la molécule ou pour des questions de modalité de prise. Donc du coup, ils pouvaient, avec le tadalafil, décorréler la prise de l'acte sexuel. Certains participants aussi ont noté que l'érection médicamenteuse n'était pas la même que l'érection naturelle, en préférant évidemment une érection naturelle. Et un des participants ressentait des effets psychologiques négatifs quand il prenait un médicament pour l'érection. Globalement, les participants ont assez mal vécu le fait d'avoir une dysfonction érectile et certains étaient encore dans une forme de déni et minimalisaient leurs troubles alors que ils étaient en entretien avec moi. Donc on a l'exemple d'un participant qui avait une légère hypertrophie de prostate, qui appuyait un tout petit peu sur sa vessie. Mais finalement, quand je creuse un peu, il a presque plus d'érection et il a des douleurs à l'éjaculation assez souvent. Beaucoup ont aussi utilisé la technique de l'appel à un ami. Donc, ils me parlent en fait pendant leur entretien à eux d'un ami qui a forcément des problèmes plus graves qu'eux, qu'il faut que j'inclue dans mon étude. Bon, évidemment, aucun des amis n'a répondu présent pour l'étude. Et donc, du coup, c'était une façon pour eux, je pense, de prendre de la distance sur ce qui leur arrivait et de dédramatiser. Donc avec la dysfonction érectile, certains se voyaient leur corps décliner. Il y en a même un qui a comparé sa dysfonction érectile à l'apparition de rides ou de cheveux blancs. Et donc du coup, on peut voir en quoi ça majorait leur anxiété parce que ça les ramenait à la mort et au déclin de leur corps. Donc évidemment, la charge émotionnelle était très très forte pour la plupart des participants. Donc ils ressentaient de la honte, ils se sentaient inutiles ou impuissants. Certains étaient assez catastrophistes. Et un des participants a dit qu'il était prêt à n'importe quoi pour retrouver une fonction érectile et qu'il avait même consommé différentes molécules, sachant que ça fonctionnerait pas, mais juste dans l'espoir d'eux. J'ai rajouté au cours de mon travail de recherche une question sur le niveau d'information et les sources d'information des participants sur la dysfonction érectile, parce que je me suis aperçu que certains avaient quand même, malgré les consultations, un niveau d'information assez faible. Donc tout ce qui est en rapport avec les caractéristiques inhérentes du médecin et le fait que le médecin généraliste soit interlocuteur privilégié pour parler de la dysfonction érectile, tout ça c'était connu et c'est concordant avec la littérature qui existe. Les abus médicamenteux aussi, en rapport avec la consommation des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 sont aussi largement décrits. Il y a une étude qui a été publiée dans le journal Health of Communication en 2018 qui reprend 50 films ou séries télé qui parlent du Viagra, donc du sildenafil, et qui montrent que cette molécule est présentée comme la solution unique aux problèmes de dysfonction érectile et qui apporte aussi des réponses à des problèmes psychosociaux. Et donc du coup, ça explique que certains participants en fait avaient des attentes énormes envers le traitement. Le fait que l'érection naturelle soit supérieure à l'érection chimique ou les préférences thérapeutiques pour le tadalafil sur sildenafil, ça, j'ai pas du tout retrouvé d'études qui en parlaient. Et justement, j'ai retrouvé plutôt l'affirmation inverse, comme quoi il n'y avait pas de préférence pour une molécule ou pour l'autre. Le lien entre la dépression et la dysfonction érectile, la détérioration de la qualité de vie, l'impact émotionnel, la perte de l'estime de soi, tout ça a été largement aussi décrit et connu. Une étude s'est intéressée aux patients qui ont un cancer de la prostate. On leur a demandé d'aller chercher des informations par eux-mêmes sur les effets secondaires du traitement et on s'est aperçu que globalement quand les patients cherchent par eux-mêmes sur internet, le niveau d'information est assez de faible qualité et les sources sont peu fiables. Pour conclure, le médecin généraliste est quand même a un rôle pivot dans la prise en charge de la dysfonction érectile en médecine générale. Il reste encore quelques stigmatisations, quelques représentations, un fatalisme lié au vieillissement qui implique du coup d'avoir une approche nuancée, de faire vraiment du cas par cas et de faire attention aux préférences des patients.
Et enfin, je pense que ça serait intéressant de faire des études de plus haut niveau de preuve pour voir si les effets secondaires et la préférence thérapeutique que j'ai retrouvée dans mon étude se confirment sur des études avec des plus grands nombres. Quoi. Madrid, ensemble. Merci. Merci beaucoup. Nous passons donc aux questions. Devant. Bonjour. J'avais une question concernant les critères d'inclusion et d'exclusion des patients, par exemple sur les critères d'âge, de pathologie chronique, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as pris en compte ou pas ? Alors, c'est un peu compliqué de recruter. J'ai essuyé énormément de refus. Et du coup, c'était vraiment tout homme majeur vivant en Île-de-France qui avait discuté de dysfonction érectile avec son médecin traitant. Et pour le coup, j'ai quand même réussi à avoir des profils vraiment différents, ne serait-ce que par leur étiologie, par leur statut matrimonial, leur âge ou leur vécu même de la chose. Ou du traitement qu'ils prenaient ou qu'ils prenaient pas d'ailleurs. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est par ici. Je me demandais si les patients interrogés avaient fait part aussi, certes du traitement médicamenteux, mais aussi d'un accompagnement par un professionnel, plus soit sexologue, soit psychologue, enfin un autre accompagnement autre que thérapeutique pur et dur. Ouais, merci pour cette question. Cette initiative. Du coup, ça fait vraiment écho au participant numéro 4 qui, lui, voyait son étiologie, enfin, l'étiologie de sa dysfonction érectile, c'était vraiment psychologique. En fait, il n'arrivait pas à avoir d'érection quand il trompait sa femme. Et globalement, lui, il a vu un médecin, le médecin a fait un bilan somatique, donc il a vérifié la prostate, le cœur, tout ça. Et après le bilan somatique, son médecin lui a dit c'est bon, tout va bien, c'est dans votre tête, au revoir. Et du coup, là, il s'est senti encore plus seul et encore plus démuni parce que, même si c'est dans sa tête, ça se traite quand même, quoi. Et donc, du coup, effectivement, il aurait pu être adressé en sexo, on aurait pu faire des choses pour lui, on aurait pu en parler, même des bons résultats. Donc, oui, certains participants avaient vu un sexologue, mais c'est pas la majorité des cas, quoi. Bonjour, je suis Lisa Ouanon, merci beaucoup pour votre présentation. Une question par rapport à la testostérone qui a été évoquée un petit peu. Alors on n'est pas en tant que médecin généraliste prescripteur, mais je me posais la question parce que vous parlez d'une durée limitée. En pratique, c'est des traitements de combien de temps? Quels ont été les retours durée limitée à combien? Et quand est-ce que c'est décidé d'être arrêté au final? Ça dépend des indications, mais globalement, je crois qu'après 6 mois, on ne peut plus prendre de testostérone, même quand c'est à visée contraceptive, parce qu'il y a un risque de cancer qui est accru. Voilà. En l'occurrence, un des participants, après le bilan somatique, on s'est aperçu qu'il avait un peu une insuffisance et du coup, il avait été supplémenté. Et pendant la supplémentation, ça allait beaucoup mieux. Et un autre, le participant numéro 9, lui, il avait un adénome hypophysaire qui du coup avait tout bloqué. Et c'est son endocrinologue qui initialement l'avait mis sous testostérone. Mais au bout d'un certain temps, le traitement doit être stoppé. Merci. Bonjour, Julien Grandclerc, médecin à Strasbourg. Je me demandais quel délai est-ce qu'on devait laisser après un AVC ou un infarctus avant de prescrire du Viagra. Est-ce qu'on a un nombre de mois à respecter? Oui, c'est 6 mois, et ça peut être plus long si l'angor est encore instable ou l'état cardio-vasculaire du patient est encore instable, quoi. Ok, merci.